Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous écoutent pour ce nouvel échange avec 2CTR, Collectif Citoyen pour la démocratie réelle. Ce soir, on a l'occasion d'accueillir Frédéric Villaume. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. On est également avec Gwen et Valérie de l'équipe ce soir. Bonsoir Valérie, bonsoir Gwen. Bonsoir. Bonsoir. Donc, depuis le mouvement des Gilets jaunes, on sait que cet engagement t'a apporté de nombreux problèmes à toi, mais aussi à tes amis, que vous avez subi un certain acharnement policier et judiciaire. Peut-être que tu pourrais commencer par nous expliquer, toi, un peu ce qui s'est passé. Clairement, moi je suis un militant, j'ai participé aux Nuits debout, j'ai participé à pas mal de mouvements et dès que j'ai participé au mouvement des Gilets jaunes, il y a vraiment eu une différence énorme par rapport à l'attitude de la police, l'attitude de la répression, l'attitude de la justice, alors que j'avais jamais affaire à la justice. J'ai toujours fait des manifestations, j'ai toujours scandé des slogans, mais ça a vraiment dégénéré à partir du mouvement des Gilets jaunes, même la veille, puisque nous, la veille, le 16 novembre, il y avait Macron qui était en visite sur Besançon pour inaugurer un musée, le musée des Beaux-Arts, et c'est là que j'ai vu que tout a changé. Tout a changé. C'est-à-dire que moi, comme je suis un militant donc syndicaliste à Force ouvrière, on était venu faire une manifestation donc pour protester contre la venue de Macron et dénoncer sa politique. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, tout de suite, ça a été la violence policière. Moi, j'ai été étranglé avec un tonfa alors que je scandais des slogans avec le porte-voix. Et après, on est reparti sur une autre rue. Sur l'autre rue, il y avait carrément des CRS qui bloquaient la rue et qui nous disaient que derrière les boucliers, c'était plus la démocratie. Un chef des CRS disait ça. Et en fin de compte, voilà, moi, on a été matraqué. Moi, j'ai eu un petit doigt cassé. Et du coup, derrière, on a attaqué directement le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est à partir de ce moment-là que tout a dégénéré. Toi, tu fais remonter au début du mouvement des Gilets jaunes. Je me souviens que pas mal de personnes m'ont expliqué qu'ils avaient ressenti ce tournant-là, plutôt en 2016 même, lors des manifs contre la loi travail. Où vraiment, Tout à fait. Vis-à-vis des manifestants, c'était plus la même façon de se conduire. C'est ça, exactement. Alors oui, c'est vrai que ça a commencé à la loi travail. À la loi travail, j'étais aussi dans la manifestation de Paris. C'est clair qu'on a vu la différence, le fait de criminaliser l'action syndicale. Et vraiment, on a vu la différence de l'attitude de la police. Et c'est vrai que c'est intensifié au mouvement des Gilets jaunes, puisqu'en fin de compte, ils ne s'attendaient pas à autant de monde, ils ne s'attendaient pas à autant de personnes venues de différents horizons, des jeunes, des moins jeunes, des artisans, des ouvriers, des fonctionnaires, enfin voilà. Et du coup, ils ne pensaient pas que ça allait être aussi massif. Et que la discussion a fait que, en fin de compte, ça remettait en cause le système actuel. Et donc, dès qu'on remet en cause le système, du coup, là, ça y va. C'est là qu'il y a le coup de bâton, que la répression, quoi. Voilà, c'est un moment. Ils nous ont laissé faire, ils nous ont clairement laissé faire à un moment. Et quand ils ont vu que ça devenait plus sérieux, c'est là qu'ils ont dit faut stopper. Bon, toi, du coup, on imagine que tu as été, on va dire, une personne connue sur le mouvement à Besançon, mais connue aussi rapidement comme une cible Oui. De la police. Comment tu expliques ceci ? Alors, je pense que... Alors, moi, je l'explique comme ça parce qu'en fin de compte, moi, je suis un militant de base dans un syndicat de base. Et je pense qu'ils avaient peur que ça fasse un peu la jonction entre les militants et les gens qui étaient là la première fois et que justement que les gens commencent à prendre conscience de vraiment ce qui se passe dans la société et que qu'ils se disent en fin de compte voilà, ce qui va pas, c'est le système,
c'est ce système-là qu'il faut mettre à bas pour avoir plus de justice sociale, plus de justice climatique, comme certains disaient. Mais voilà, c'est tout le système qui fait que tout se dégrade, et c'est vraiment ça. Et en fin de compte, les citoyens ne sont pas du tout entendus. Même par les organisations syndicales. Les organisations syndicales, les centrales syndicales sont complètement déconnectées. Et c'est voilà, la conséquence de la déconnexion des organisations syndicales et des partis politiques qui sont largement déconnectés. Et en fin de compte, ça fait que les gens revendiquent. Ils sont sortis au moment de l'hiver sur des ronds-points. Voilà, pour dire que c'est plus possible, pour revendiquer. Et ça, c'est merveilleux. C'est quand même quelque chose qui était extraordinaire et c'était vraiment magnifique, un magnifique mouvement. Et ce qui les emmerde, si je peux le parler comme ça, c'est qu'en fin de compte, maintenant, les gens discutent entre eux, discutent et comprennent leur situation, qu'ils ne sont pas les seuls et que voilà, c'est ce système, c'est cette politique qui fait que on en arrive là, quoi. Oui, finalement, si on constate qu'il y a peut-être une prise de conscience un peu plus importante là, avec les Gilets jaunes et même peut-être déjà un tout petit peu avant, mais en tout cas surtout maintenant, et cette envie de converger finalement, de faire converger les différentes luttes, forcément c'est beaucoup plus dangereux pour eux et donc du coup ils vont taper plus fort. Et C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ils ont tapé plus fort. Ils ont laissé faire au départ et quand ils ont vu que ça commençait à bloquer l'économie, puisque après sur les ronds-points, il y a eu des actions comme nous à Besançon, on bloquait une plateforme de distribution alimentaire. Et du coup, quand ils ont vu que ça bloquait beaucoup de camions qui desservaient un petit peu tout l'Est, du coup, même voire un peu plus loin, c'est là qu'ils ont commencé à taper. Et puis ce qui s'est passé aussi sur Paris, le fait qu'il y ait beaucoup de gilets jaunes un peu partout sur les ronds-points, du monde qui est monté à Paris, ils se sont sentis débordés, ils ne s'attendaient pas à ça. Et en plus, les gens le faisaient à visage découvert. Donc du coup, forcément, ils ont été très surpris, ils ne s'attendaient pas à une mobilisation aussi massive. Tu penses justement que le fait que ce soit passé à visage découvert, qu'il y ait eu peut-être une différence, c'est vrai que Gwen disait effectivement, il y en a pas mal qui l'ont ressenti depuis 2016 aussi, depuis Nuit debout, ce changement. Mais le fait d'être à visage découvert et de plus que ce soit plus justement les syndicats habituels, est-ce que tu penses que ça a changé quelque chose dans ce rapport avec entre policiers et manifestants? Parce que Oui, parce que les organisations syndicales sont devenues trop politiquement correctes, on va dire comme ça. C'est-à-dire que maintenant, pour être en colère, quand les salariés ont des suppressions d'emplois et tout ça, maintenant il faut déclarer des manifestations. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on est en colère? Quand on est en colère, quand on est révolté, c'est nous qui décidons. On ne demande pas l'autorisation d'être en colère. Et donc c'est clair que ça met un coup de pied magistral dans le conformisme des organisations syndicales et surtout celles au niveau départemental, national. Et les départementales qui déclarent les manifestations. Moi, je sais que dans notre syndicat de base, on n'a jamais déclaré une manifestation. Et c'est normal, ça fait partie de la lutte sociale. Mais voilà, parce que si on demande l'autorisation de manifester, on ne s'en sort plus, c'est terminé. Oui, mais justement, l'organisation de manifestations, ça fait justement partie des choses qui t'ont été beaucoup reprochées, a priori. Par la police, je m'entends pas parler. Oui, non, mais moi, en fin de compte, j'organise absolument rien. Nous, on en discutait tous ensemble. On déambulait parce qu'on était sur les ronds-points. Après, une fois que on pouvait plus être sur les ronds-points, du coup, on est parti au centre-ville. Et du coup, on a déambulé au centre-ville. Rien n'était prévu. Donc, du coup, les forces de l'ordre se sont senties dépassées puisqu'ils savaient pas du tout où ça allait aller. Il y a des fois, on faisait
plusieurs kilomètres, voire des fois 13, ou des fois parfois une trentaine de kilomètres, mais c'était la masse des manifestants qui emmenaient donc le cortège et qui décidaient un peu d'aller à droite, à gauche. Voilà, et au début, il n'y avait pas de porte-voix. Il y avait même des fois des petits porte-voix que les gens se passaient. Enfin, voilà. Mais bon, je sais pas. Donc, du coup, ils m'ont ciblé comme ça. Alors, certains pensent parce que, voilà, quand je scande les slogans, j'ai une voix forte, voilà, que j'ai tendance à fédérer. Bon, après, moi, ça, je sais pas. Mais du coup, voilà. Donc, du coup, ça y est, ils se sont mis sur un gilet jaune qui s'appelle Kevin et moi. Et du coup, ils ont commencé à taper sur nous deux. Et puis après, on en est arrivé à tout ce qui est arrivé. Ça a commencé rapidement, en fait, en 2018. Ouais. C'est a commencé le 27 décembre par une convocation qui était venue donc la police avait apporté à mon domicile, mais une convocation de police qui ressemble à un tract en fin de compte. Je connaissais pas, j'avais jamais été convoqué. Voilà, et c'est vrai que avec du recul, quand je vois la convocation de police, c'est un tract c'est marqué en énorme le jour de la convocation. Et du coup, ils sont venus le matin, donc en même temps que le gilet jaune Kevin. Et du coup, en fin de compte, ils nous ont mis au commissariat, ils nous ont emmenés au commissariat. Et voilà, c'était ma toute première garde à vue. Et je connaissais pas ça, du coup, c'est quand même assez choquant, une garde à vue qu'on n'en a jamais fait. C'est une privation de liberté qui est quand même impactante. Voilà. Et du coup, les auditions, comment j'ai vu qu'ils me montraient des publications Facebook, des choses qui me paraissaient. Voilà, je veux dire, des publications Facebook, moi j'essayais toujours de faire en sorte que les gens aient un peu de l'éducation ouvrière, populaire, voilà, hein, à ma juste mesure. Voilà, moi, donc modestement, j'essayais de faire ça, j'essayais de réveiller les gens, j'essayais de dire que tout ce qui se passe quand on voyait rien que les retraités qui étaient obligés de retravailler, c'était pas possible, quoi. Toutes ces choses-là, il y a beaucoup de choses qu'on a perdues, et du coup, il y a eu ce gros réveil du mouvement des Gilets jaunes, et du coup, voilà, et ils m'ont montré des publications sur rendez-vous là, enfin voilà, ou certaines choses que je publiais. Et finalement, ils t'ont reproché tes publications et puis ils se sont servis de tes publications Facebook pour dire que tu étais l'organisateur. C'est Alors ça. qu'on sait très bien comment ça s'est passé, il n'y avait pas un organisateur Non. à chaque fois. Non. Mais eux, ils ont utilisé ça contre toi. C'est ça. Et du coup, ils m'ont montré des vidéos, ils m'ont montré. Du coup, moi, naïvement, je répondais. Donc, parce que pour moi, il n'y avait pas d'interdiction de publier une publication sur un réseau social. Donc, du coup, et après, en fin de compte, j'ai vite compris qu'il fallait mieux ne pas parler en garde à vue et plutôt avoir un procès, parce que c'est devant la justice. Et voilà, parce qu'ils sont très, très futés pour faire parler les gens et les emmener un peu où ils veulent, et voilà, quoi. Et justement, je voulais te demander comment ça se passe un peu une garde à vue, d'autant plus que. Alors, la première que tu as faite, là, apparemment, c'est 8 heures, mais j'ai vu que tu en as même fait une de 24 heures par rapport à manif contre la réforme des retraites, je crois, en 2020. Bon, 24 heures, ça commence à faire super long. La plus longue que j'ai fait, c'est la dernière, là, qui était contre la loi sécurité globale à Dijon. J'avais fait 44 heures. En plus, d'accord. C'est vrai que celle-là, c'est vrai que c'est déjà une garde à vue, c'est compliqué, mais alors une garde à vue de 44 heures, parce que ça avait été prolongé pour avoir mon téléphone.
Ils voulaient le code de mon téléphone. Et du coup, moi, j'ai dit le stress, je ne retrouve pas mon code de téléphone. Et, parce que j'estimais qu'en fin de compte, ils n'ont pas fouillé dans le téléphone. Je fais que manifester pacifiquement. J'étais dans une manifestation déclarée. Et ce jour-là, le 20 mai, c'était le 20 mai, donc le 20 mai pour la manif donc, de la loi sécurité globale, c'était le 20 mai 2021. Le 20 mai 2021, et j'étais sur Dijon. Du coup, on s'est pris une amende en allant à la manifestation. Donc, ils nous ont arrêtés à l'entrée de Dijon, à la sortie de l'autoroute exactement, et ils nous ont mis une amende de 135 € alors qu'on avait nos papiers pour pouvoir se déplacer à une manifestation qui était autorisée, déclarée. Et à la fin de la manifestation, en fin de compte, je demandais naïvement mon chemin. J'ai vu des policiers, j'ai demandé naïvement mon chemin. Ils m'ont répondu et ils se sont jetés sur moi à 6. Ils m'ont pris chacun du côté, au niveau des bras, des jambes. Ils m'ont plaqué au sol. Ils m'ont dit taser, taser, taser. Je ne sais pas comment j'ai fait pour pas réagir. Et du coup, ils m'ont embarqué et ils m'ont mis 44 heures en garde à vue. Sous quelle accusation? Non-dispersion, après les sommations sans armes. Mais ça, c'est à Dijon, en fait. Les policiers de Besançon, on veut bien croire qu'ils te connaissent et qu'ils t'aient identifié facilement. Ils ne doivent pas être si nombreux que ça. Ça veut dire qu'à Dijon aussi, tu étais repéré. Apparemment, oui, puisqu'après, il y a eu... on était plusieurs gilets jaunes, plusieurs participants à cette manifestation en garde à vue. J'étais le seul qui est resté 44 heures et qui a eu un procès. Donc, où il y a Amnesty International qui est venu en soutien pour dénoncer cet acharnement, quoi, parce que c'est vraiment de l'acharnement. Et en plus, par rapport au dossier, il n'y avait rien dans le dossier, il n'y avait absolument rien. Et mon avocat l'a reçu juste la veille de l'audience et du procès, quoi. Et du coup, voilà, vraiment, c'est tout fait pour essayer de nuire, ouais. Et malgré en fait tout ça, par contre, moi, ce qui m'impressionne assez, c'est que pour autant, t'as pas lâché, parce que je pense que quand on prend autant que ce que t'as pris, ça t'a pas arrêté, ça t'a poussé dans quel esprit et comment tu continues et tu gardes espoir pour la suite, t'arrives à Oui, dépasser. bien sûr. Ouais, bien sûr, oui, parce qu'en fin de compte, je me dis, quand je suis en garde à vue, je me dis, mais voilà, je fais rien d'illégal. Je fais que revendiquer nos droits. Je fais que revendiquer nos droits. Je fais que scander des slogans, manifester. Oui, avec force, avec détermination. Mais je veux dire, voilà, il y a un moment, on a le droit de revendiquer. C'est un droit fondamental de manifester. Et c'est ça qu'ils veulent plus. Ils veulent plus parce qu'ils savent très bien qu'il va y avoir un soulèvement. Et la loi sécurité globale, c'est parce qu'ils nous considèrent comme des ennemis de l'intérieur. Les ennemis, c'est plus les autres pays, c'est nous. C'est nous, puisqu'on peut remettre en cause leur système, leur profit. Et du coup, ils essayent d'éteindre tout début de contestation, quoi. Et c'est ça qui... Maintenant, ils ont vu avec le mouvement des Gilets jaunes et ils voient que ça reste. Ça reste. Donc, ils sont pris... aux participants du mouvement des Gilets jaunes. Après, ils s'en ont pris par rapport à la réforme des retraites. Donc, il y a eu des grèves qui étaient très longues. Et en fin de compte, ils s'en sont pris aux militants syndicalistes. Mais aux vrais militants, hein, pas les militants de salon. Du coup, voilà. Et en fin de compte, il n'y a plus de différence. Tout opposant maintenant, tout opposant sérieux, ils vont essayer de les éliminer. Et ça risque de s'aggraver avec tout ce qui se passe en ce moment. On va aller vers une aggravation des restrictions de liberté, restrictions du droit de manifester. Il faut s'y attendre. Je suis quand même assez optimiste puisque je sais qu'à un moment,
peuple va réagir, mais il faut vraiment que les gens commencent à prendre vraiment conscience de ce qui se passe, quoi. Mais est-ce que toi, justement, sur 3 ans, tu as fait entre guillemets, le décompte des amendes, des gaffes, des procès, des... Ouais, j'ai fait, bon, Amnesty l'avait fait, donc j'ai totalisé 141 heures de garde à vue. J'ai eu plusieurs procès, donc pour le procès slogan Castaner assassin. J'ai fait aussi j'ai été donc condamné une première fois pour le slogan Castaner assassin avec plusieurs de mes camarades. Et en fin de compte, j'ai décidé de faire appel. Et en appel, j'ai été de nouveau condamné. Et en fin de compte, moi j'ai décidé d'aller en cour de cassation. Bon, après la cour de cassation, le problème c'est que c'est compliqué pour avoir des avocats. Même avec mon organisation syndicale, j'ai essayé de demander d'avoir des avocats. Bon, ça coûte très cher. Et du coup, on a vu avec mon avocat, on a fait un mémoire en mon nom. Et on a gagné. On a gagné. J'ai été relaxé par rapport au slogan Castaner assassin. Bon. Et voilà. Et il y avait aussi donc tous les procès que j'ai eus, il y a eu des relax. Pour le 2 ans de travail à la circulation pendant la réforme des retraites, avec 24 heures de garde à vue à chaque fois, et une où il y a eu présentation devant le procureur, j'ai été relaxé. Bon alors, ils utilisent l'arsenal policier et judiciaire comme ils peuvent pour faire taire la contestation sociale, en s'acharnant sur des militants comme toi. Et voilà, quand on lâche pas, finalement, toi, tu as réussi en tout cas à démontrer que on n'avait rien de spécial à te reprocher, que tu n'avais rien fait d'illégal, et donc tu as été relaxé. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est ça qui est encore rassurant, c'est qu'à un moment, on peut encore faire confiance à la justice. Bon, je parle pas du tribunal de police. Un tribunal de police, ça c'est c'est une parodie de justice. C'est hallucinant de voir ces trucs-là. Mais et puis moi, du coup, je connaissais absolument pas tout ce qui était judiciaire. Maintenant, je commence à bien connaître toutes ces histoires. Et malheureusement, on est plongé là-dedans, on n'y connaît rien. C'est quand même un choc. Et puis j'ai été aussi victime d'une perquisition il y a le 28 février, il y a 3 ans en arrière. Et une perquisition, ça c'est quand même quelque chose de choquant, traumatisant. Et le matériel qui m'a été saisi ne m'a toujours pas été restitué. J'ai appelé récemment, au bout de 3 ans, le tribunal pour savoir, pour avoir le service des saisies. On m'a dit que non, il n'y avait rien. Et en fin de compte, c'est toujours au commissariat. Donc, Ouais. ils m'ont pris mon ordinateur, mon téléphone portable, une petite caméra. Et Voilà. t'as pas récupéré. Okay. Non. On a fait des demandes, mais j'ai jamais récupéré. On me dit qu'il y a une enquête en cours. Traîner, c'est dingue. Ouais. Et finalement, ce harcèlement que tu subis, donc il a été médiatisé. Tu as été notamment interviewé par Denis Robert dans The Blast. C'était déjà il y a 2 ans. Et puis donc tu es présent dans l'excellent documentaire réalisé par Amnesty International, Présumé coupable, qui est sorti il y a 4 mois. Tu en parlais tout à l'heure. Est-ce que tu as l'impression du coup que cette médiatisation elle a permis de changer quelque chose par rapport à ta situation? Je pensais que Amnesty allait pouvoir les freiner un petit peu, mais ils utilisent d'autres moyens. Du coup, là, c'est les amendes qui pleuvent à gogo. Avec Denis Robert, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un acharnement sur ma famille. Et du coup, dans la même semaine, c'était au mois de février, je m'en rappellerai toujours, au début du mouvement des Gilets jaunes, j'avais eu un courrier du préfet me disant que j'étais un organisateur, qu'il fallait que je déclare les manifestations. Le lendemain, la police revenait pour donner une convocation à mon ex-femme pour qu'elle soit en garde à vue le mercredi 14 février. Non, le jeudi 14, le mercredi 13, pardon. Et donc, elle a été libérée le jeudi 14 février. Mon beau-fils a été placé en garde à vue le soir même de la libération de mon ex-femme. Et il a été incarcéré le 15 février. Condamné à 1 an de prison pour avoir jeté un pétard dit mortier
lors d'une manifestation où il y avait énormément de monde. Et en fin de compte, il n'avait pas de casier judiciaire, pas d'antécédent. Il avait à peine une vingtaine d'années, un travail, un appartement, et du coup, il était condamné à 1 an de prison, donc 6 mois ferme, sans aménagement de peine. Donc, à la fin de la semaine, on nous a parlé de mandat de dépôt, on ne savait pas du tout ce que c'était. Et du coup, on a compris qu'il était incarcéré. Qu'il était incarcéré. Du coup, donc là, ces moments-là, c'était très, très compliqué. Et du coup, après, ils ont réussi à... Avec toutes ces... mon ex-femme était interdite de manifestation, il y a eu l'incarcération de mon beau-fils que j'ai connu à l'âge de 3 ans. Du coup, ils ont carrément cassé la cellule familiale et voilà, ça, ils ont réussi. Du coup, voilà, mon couple s'est cassé. Bon, je suis toujours en contact avec mon ex-femme, mon beau-fils. Voilà, ça change rien, mais ils ont quand même réussi pour essayer de faire arrêter. Du coup, maintenant, ça va mieux. J'ai pu récupérer mon appartement. Mais c'est vrai que c'est des moments super difficiles quand ça s'arrête pas, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai fait le récapitulatif il y a peu de temps, là, je vois qu'ils s'arrêtent pas et qu'ils le font autrement. Là, c'est des amendes, c'est sans même ni être arrêté, ni contrôlé. Des amendes qui arrivent par la poste. Et voilà. Donc des amendes dont tu n'as pas connaissance au moment T, en fait. Non. Sur le moment, d'accord. Non. Est-ce que ce changement de stratégie, on parlait de la médiatisation et puis du soutien d'Amnesty International, là, ils essayent d'attaquer au portefeuille, clairement. C'est clair. Ouais. Et donc, oui, c'est le soutien d'Amnesty. Voilà, c'est important. Voilà, ça fait du bien. Ça permet de dénoncer ce qui se passe. Nous, on est rentrés. On a donc, en fin de compte, on a participé donc au rapport d'Amnesty International. On avait expliqué ce qui s'était passé. Du coup, ils étaient venus ici, on a discuté, donc on a expliqué notre histoire. Donc, ils ont vu toutes les pièces justificatives. Ils ont bien vu que c'était la réalité. Et du coup, j'ai été. Ils m'ont demandé de venir à la présentation du rapport d'Amnesty International. Du coup, j'y suis allé parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'énoncer tout ce qui se passe. Parce que je trouve ça totalement inacceptable. Et on ne peut pas passer au silence cette répression qui concerne beaucoup de familles, qui a cassé des individus, qui a mutilé, il y a eu de la violence, mais il y a aussi cette violence, cette répression par les gardes à vue, les intimidations, parce qu'il y a beaucoup d'intimidations policières. En fin de compte, les policiers, pour certains, ils sont en roue libre totale. Ils savent qu'ils ont le droit de tout faire. Moi, j'ai eu des intimidations jusqu'à me rouler sur les talons à une fin de manifestation, quoi. Mais voilà, toutes des choses qui sont... c'est pas facile, mais on se dit que... voilà, on est dans nos droits, et c'est notre droit, et que, voilà, moi, je continuerai à manifester, coûte que coûte, puisque... la situation, elle n'est pas acceptable. Ce qu'on vit dans notre pays n'est pas acceptable. Et du coup, pourquoi arrêter ? Je me dis, je ne peux pas. C'est vital. Il faut absolument qu'on puisse revendiquer pour changer les choses. Hein. C'est ce qu'ont fait nos anciens. Nos anciens ont pris beaucoup plus de risques que nous. Donc, voilà. Mais du coup, est-ce que le harcèlement envers toi, on peut parler de harcèlement quand même, a changé de nature par rapport au soutien que tu as eu d'Amnesty et d'autres Parce que oui. Est-ce que recevoir une amende, c'est pas moins grave que de faire une garde à vue, quoi? C'est ça, si, de plus faire de garde à vue, c'est clair que là, en ce moment, donc le préfet a changé, hein, notre préfet a changé, et du coup, maintenant, les auditions, c'est des auditions libres.
Du coup, moi, quand je suis en édition libre, je fais comme quand je suis en garde à vue. Maintenant, je dis je n'ai rien à déclarer. Et après, je fais une déclaration pour dénoncer ces gardes à vue qui sont totalement abusives et ils profitent du vide juridique. Mais c'est clair que oui, je préfère avoir des amendes qu'être en garde à vue, c'est clair. Mais les amendes, c'est fait aussi pour arrêter la plupart des manifestants, pour arrêter le mouvement, puisque ce qui est assez impressionnant, c'est que il y en a qui ont découvert, là, avec tout ce que les mesures liberticides, casse sociale du gouvernement, donc le pass sanitaire, le pass vaccinal, la suspension des soignants, ils se sont aperçus que, en fin de compte, c'était les gens qui manifestaient là, qui étaient ciblés et pas les autres. Il y avait des gens qui n'avaient pas de masque dans certaines manifestations, qui faisaient des manifestations spontanées, hein, et du coup, il n'y avait pas de problème. Pareil, hein, pour la police, il n'y a pas d'histoire de déclaration, ils sortent quand ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Et voilà, dans le mouvement ouvrier, il n'y a jamais eu de question de déclaration, on n'a jamais été, on n'a jamais été mis en garde à vue pour tout ça. Il y a un moment, oui, ça a changé. Et du coup, toi, est-ce que ton regard a changé par rapport au pouvoir en place? Parce que bon, comme tu es un militant déjà actif depuis longtemps, j'imagine qu'avant, tu avais peut-être davantage confiance et quand tu t'engageais, tu savais que tant que tu faisais rien d'illégal, bon, tout allait bien se passer. Et maintenant, sans doute, tu vois les choses différemment et peut-être, oui, voilà, ton regard sur ce qui se passe dans le pays aussi a évolué du coup de ce fait-là. En fin de compte, je pensais que avec toutes les caméras qui sont installées, toute la vidéoprotection, comme ils appellent ça, je me suis dit qu'à un moment, que ceux qui revendiquent, comme la plupart des militants, allaient un jour, même les militants syndicalistes, hein, de base, hein, pas les bouffes gamelles qui sont là juste pour le profit, allaient être ciblés, considérés un peu comme des terroristes. Mais je n'ai jamais pensé que ça allait aller aussi vite. Et c'est vrai que j'ai été très surpris de la vitesse à laquelle on est en train de perdre nos droits, nos libertés. Et c'est vrai que ce qui est le plus inquiétant, c'est que les gens ne s'en rendent pas plus compte que ça. Et même moi, parmi mes proches, pourtant, les gens commencent par exemple, ma mère, elle commence à s'habituer, elle dit « Ah, tu fais pas le con ». Mais je fais pas le con, je fais que revendiquer. Et du coup, voilà. Et même les proches, ils se disent « Oui, mais enfin, ils s'installent dans la normalité de la répression. » Mais c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. On peut pas nous faire une répression comme ça, une folle répression, par rapport au fait qu'on manifeste pacifiquement, d'autant plus pacifiquement. Justement, le public, entre guillemets, les manifestants depuis cet été contre le pass sanitaire ne sont pas forcément les gilets jaunes, même si évidemment il y en a. Est-ce que, à leur tour, on peut dire que cette partie de la population a ouvert les yeux sur ces pratiques? Bien sûr, ils ont ouvert les yeux. Et dans le mouvement social, c'est vrai qu'on les voit, ils découvrent la répression. Et ils sont choqués, ils sont choqués, ils ne pensaient pas qu'on en était arrivé là. Mais nous qui sommes, qui avons participé dès le départ sur le mouvement des Gilets jaunes, on la connaît, la répression. Et du coup, c'est vrai qu'on n'est pas au même niveau d'engagement et de conscience de ce qui se passe dans le pays, mais les gens commencent, voilà, il y a beaucoup de gens qui commencent à se dire, mais c'est plus possible. Et en fin de compte, ce qui est bien, nous, sur Besançon, c'est que ça reste un mouvement apolitique, ça reste un mouvement du peuple, un peu comme dans le mouvement anarchiste. Voilà. Nous, après, on est sur les terres de l'anarchie à Besançon, mais de l'anarchisme, et du coup, voilà, mais je sais pas, mais ça reste comme ça chez nous. C'est pas politisé du tout, et ça, c'est plutôt quelque chose de bien. Quand tu parlais du mouvement, tu as dit le mouvement, et visiblement, tu en es passé par plusieurs.
Mm. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça qui se crée en fait à terme, à force de vivre le mouvement social dans cette opposition constante face à la répression, parce qu'il y en a plus d'un des Frédéric Villaume, je pense, aujourd'hui Mm. en France, Bien sûr, bien sûr. que ce soit dans ce que tu as subi, mais surtout et aussi dans le fait d'avoir vécu ces mouvements qui s'enchaînent, ces luttes qui s'entraînent, que ce soit la retraite, la sécurité globale et contre le pass cet été. Et toi, du coup, tu disais le mouvement, est-ce que tu vois les choses un peu plus larges par rapport à ça? Comment est-ce que tu vois, toi, ce mouvement? Est-ce qu'il s'agit juste des Gilets jaunes ou il y a quelque chose qui s'est créé depuis qui dépasse ça même? Ah bah oui, vraiment, tous ceux qui n'avaient jamais manifesté se retrouvent tous ensemble là, et sont en train de dénoncer la caste politique, la caste syndicale, le système, puisque voilà, les gens ils vivent dans le concret, ils voient bien qu'il y a une déconnexion totale des soi-disant élites, et en fin de compte, ces gens-là, ils méprisent le peuple, Et moi, je suis d'autant bien placé par rapport à ça, puisque je suis représentant du personnel et je vois comment se comportent les politiques. Ils sont plus dans la politique d'affichage, et dans la réalité, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Et c'est que ça. Maintenant, la politique, c'est que de la com, c'est que de l'affichage. Et voilà. Enfin, pour revenir sur l'acharnement que tu as subi, évidemment, comme le disait Louise, il y a d'autres Frédéric Villaume. Donc voilà, on sait que cet acharnement policier et judiciaire, il s'est abattu sur pas mal de militants dans différents endroits pour justement essayer de casser cette dynamique de lutte sociale. Et ça me fait penser, voilà, ceux qui ont été éborgnés ou mutilés, ils ont fait ce collectif, les mutilés pour l'exemple. Et je me demandais, est-ce que vous êtes déjà, par exemple, en lien entre vous? Est-ce que vous avez discuté entre vous? Est-ce que vous vous êtes regroupés? Est-ce que vous avez confronté vos expériences peut-être pour être plus fort ou parler d'une voix collective par rapport à ça? Bah, nous, là, grâce à Amnesty, voilà, moi j'ai été en contact avec Odile Morin aussi, qui était une gilet jaune, une femme qui a participé au mouvement des Gilets jaunes, qui était en fauteuil et qui apparaît aussi dans le documentaire d'Amnesty. Du coup, voilà, nous, on essaye. Alors, en ce moment, moi, ce que j'essaye de faire, c'est que je voudrais bien que l'État rende des comptes, pas pour moi, mais symboliquement, pour dire que ça reste pas, ça peut pas rester impuni, tout ce qui se passe. Ça peut pas rester impuni, ces gardes à vue abusifs que d'autres ont subis, ces violences gratuites. Donc du coup, j'essaye de que voilà, puisque en fin de compte, il y a des relax, il y a que des choses comme ça. Il y a un moment, ça suffit quoi. Ils profitent du vide juridique pour taper. Pour taper et essayer d'arrêter. Et c'est pour ça, c'est vrai que c'est intéressant de voir d'autres personnes, mais c'est vrai que c'est compliqué. On a du mal à s'organiser par rapport à ça, puisque on nous parle des fois de certains avocats qui pourraient défendre, mais bon, c'est compliqué. Et puis les gens, il y a plusieurs personnes, hein, j'ai vu aussi d'autres gilets jaunes qui se battent avec la justice, mais c'est vrai qu'on se met pas en collectif, ça c'est aussi une erreur. Mais c'est vrai que ce serait bien pour dénoncer tout ça, quoi. Oui, c'est un peu chacun dans son coin, en fait, qui se dépatouille avec son affaire, sachant que les décisions de justice sont justement souvent favorables, en fait. Oui, alors en fin de compte, c'est ça. C'est du coup, par exemple, moi quand j'ai été relaxé, je transmettais mes relax aux personnes qui passaient pour un procès un peu similaire. Par contre, ça, si le fait d'être médiatisé, en fin de compte, voilà, il y a des gens qui nous contactent, qui me contactent, et puis vice versa, et du coup, on discute entre nous, et
Là, voilà, on explique un peu comment on a fait, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Si, ça se fait quand même naturellement, ça se fait naturellement. Finalement, on n'a pas l'impression que tout ça, ça va s'arrêter ou ralentir. C'est vrai non, mais il y a de quoi se demander qu'est-ce qu'on peut se faire collectivement pour faire face à ça et en tout cas pour continuer à lutter avec cette répression qui, elle, n'a pas l'air de s'arrêter non plus. Non, ben, c'est clair que ça va s'intensifier. C'est sûr que ça risque de s'intensifier puisque plusieurs lois liberticides sont passées, vont être mises en place. Ce qu'il faut faire, c'est ouais, faut pas que ça reste impuni. Il faut que ça soit dénoncé. Il faut que les gens en prennent conscience que il faut pas avoir de doute que même les gens qui manifestent pacifiquement, ben, peuvent subir une répression et ça c'est inacceptable. Même pour des banderoles, des slogans. On a vu des gens mis en garde à vue pour tout et n'importe quoi. Et dans notre état de droit. En France, pays des droits de l'homme, c'est quand même hallucinant qu'on arrive à être aussi anesthésié et pas se rendre compte de ce qui se passe, quoi. Et ça, il faut vraiment qu'il y ait un réveil des citoyens et ensemble, on sera plus fort. Voilà, ensemble, on sera plus fort parce que eux, en fin de compte, ils sont pas nombreux, mais voilà, ils nous mènent la vie dure parce qu'on n'est pas assez nombreux. Nous, on n'est pas assez nombreux. C'est sûr que je comprends les gens qui ont peur de venir dans les manifs ou qui ont peur de se prendre des amendes parce qu'on vient dans une manif. Mais il y a un moment quand on n'est pas d'accord, il faut le dire haut et fort. Voilà, ça fait partie de nos droits et c'est hyper important. Et comment on pourrait faire passer un peu le message à l'extérieur du mouvement, à l'extérieur de ceux qui sont mobilisés et qui sont déjà conscients de ce qui se passe. Tout à l'heure, tu disais, par exemple, tu vas en manif, on dit, bah, fais pas le con. Alors qu'en fait, tu fais pas le con. Tu fais juste ce que tu as le droit de faire. Bon, alors, et moi, je l'ai lu souvent, ça, sur les réseaux, quand on se plaint qu'un tel a été tabassé ou quoi, ou qu'il a subi un harcèlement judiciaire. Ouais, mais il l'a cherché. Bah, non, il l'a pas cherché. Il fait que ce qu'il a le droit de faire. Et voilà, et comment on pourrait faire pour casser chez certains cette idée encore que non, on l'a forcément cherché et que la justice ou la police a raison et que forcément c'est l'autre qui a tort. Bah, le problème, c'est que les médias martèlent que le gouvernement il est bienveillant. Voilà, mais les gens, il y en a encore qui pensent que le gouvernement est bienveillant et que le gouvernement ne peut pas leur nuire, leur vouloir du mal. Mais il faut se réveiller. Le gouvernement, voilà, là, il veut plus que les gens contestent. Voilà, il faut rester dans le sociétal, il ne faut pas être dans le social, sinon ça ne fonctionne plus. Donc du coup, pour essayer de faire comprendre aux autres personnes, il faut déjà qu'il y ait plus de médias alternatifs et puis qu'on retrouve nos racines d'ouvriers, de tout ce qu'on avait avant. Parce qu'avant, en fin de compte, c'est il y a longtemps, mais tout le monde se réunissait, discutait entre eux, et en fin de compte, on discutait de nos conditions de travail, de nos vies et tout ça. On n'était pas chacun devant notre poste de télévision à être, on est devenu que des consommateurs. On se rend même plus compte des conquis sociaux qu'il y a eu, qui permettent d'avoir déjà eu la vie qu'on a actuellement, les congés payés, tout ça. Et il y a des gens quand même qui se sont fait trouer la peau pour rien que le fait de travailler 8 heures par jour. Pour les 8 heures de travail, il y en a qui se sont pris des balles. Les mineurs savaient très bien que dès qu'ils avaient des conquis sociaux, ils savaient très bien que les patrons allaient essayer de leur reprendre. Et là, le gouvernement, il est en train de tout casser le modèle social de la France, qui est basé sur la solidarité. Et en fin de compte, il veut faire un peu comme la Startup Nation, c'est exactement ça. Il veut mettre tout à plat pour qu'on reparte sur
une société de chacun pour sa gueule, et voilà, de consommateurs qui n'ont plus de racines, qui ne savent plus d'où viennent leurs cookies sociaux et tout ça. Et du coup, voilà, c'est ça qui manque, c'est toute cette culture ouvrière populaire et un autre discours de ce qu'on entend actuellement. Ouais, en effet, et on est désorganisé et on n'est plus vraiment conscient de notre unité, finalement, qu'on C'est a vrai. des intérêts communs et qu'on devrait pouvoir s'unir pour être plus fort. Mais peut-être que petit à petit, ça va changer et que ce qui a été initié là avec les Gilets jaunes et la suite, peut-être petit à petit, on va réussir à reconstruire un petit peu ça, non? Ah, bien sûr, oui, 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 non, mais c'est clair. Mais justement, il faut résister, voilà, mais oui, oui, c'est clair. De toute façon, on n'arrête pas un peuple en colère. Le peuple en colère, il va renverser la table. C'est une question de temps. Mais voilà. Bah, ça fait partie de nos droits revendiqués. C'est ce qui fait avancer la société. Et sans ça, si les politiques, s'ils n'ont pas des coups de pied au cul par une mobilisation des salariés, des citoyens, hein, en fin de compte, il n'y a rien. Hein. C'est comme si quand vous demandez une augmentation à votre patron, il ne va pas vous la donner pour vous faire plaisir. Hein. Et les politiques, c'est exactement pareil. Hein. Ils s'en foutent. Hein. L'essentiel, c'est qu'eux, ils sont installés dans leur confort, leur train de vie. On s'en fout du petit peuple. Hein. Rien à foutre. Ouais, un coup de pied au cul, c'est ça. Ouais. Un C'est rapport de ça. force. Mais de toute façon, on voit dans Mm. l'histoire, hein, c'est toujours par un rapport de force qu'on a obtenu des avancées sociales. Hein. C'est pas en demandant gentiment ou en attendant. Voilà. Mais Exactement. Et justement, c'est pour ça, c'est ça qui manque vraiment, c'est cette culture du rapport de force, de dire que c'est encore possible d'obtenir des choses, puisque on arrive encore à obtenir des avancées, mais c'est en étant unis et en lâchant rien, en lâchant rien. Voilà. Et le dialogue social, moi, je vois bien comment ça se passe, c'est de la connerie, quoi. Je veux dire, ils nous enferment dans ce qu'ils veulent. Et voilà, la seule chose qui fait avancer la société, qui fait avoir des conquis sociaux, c'est la lutte. C'est la lutte, c'est la lutte sur le terrain, c'est la lutte dans la rue. Et voilà, il y a que ça. L'histoire le montre bien, il n'y a que ça. Et donc, du coup, toi, tu es prêt à continuer. Bien évidemment, oui. Non, non, mais bien évidemment, moi, je lâcherai rien du tout. J'irai jusqu'au bout. Voilà, je peux plus supporter cette société. C'est incroyable qu'on en soit arrivé jusque-là. Et par exemple, on a une pépite, c'est la sécurité sociale. Quand on voit ce qui se passe, de toute façon, Macron, il a été élu pour tout péter. Donc c'est ce qu'il va faire. Il va continuer. Et là, les gens, par exemple, rien que le fait qu'il y ait des soignants suspendus, ça, c'est quand même un scandale. Et tous les militants, même les politiques, auraient dû se lever. Et même les gens auraient dû se lever et dire, mais c'est inacceptable. On empêche des gens de travailler, de nourrir leur famille, de se déplacer. Enfin voilà, je veux dire, c'est quand même incroyable qu'on en arrive à ça. Et ça montre bien qu'on est devenus des consommateurs. De toute façon, tout est fait pour nous diviser. On est là pour... lui, il travaille mieux que moi. En fin de compte, pareil, dans la fonction publique, c'est pareil. Maintenant, c'est celui qui aura le grade supérieur parce qu'il aura plus de promotion que l'autre. Enfin voilà, on est devenus des individualistes, mais de toute façon, le mouvement des Gilets jaunes fait que maintenant, les gens commencent à rediscuter, ont plaisir à se voir. La lutte, c'est aussi le fait d'être ensemble. Et quand on lutte ensemble, et tout ce que nous disent les politiques, quand on parle aussi du racisme et tout ça, c'est vrai qu'au début, je l'ai constaté dans le mouvement des Gilets jaunes, il y avait ça, et quand on lutte ensemble, quand on est dans la difficulté ensemble, tout ça, c'est gommé. Et ça, c'est ce qui les emmerde le plus, c'est ça, c'est qu'on se voit, c'est qu'on discute ensemble, qu'on conteste le pouvoir, qu'on conteste le système, et ça, vraiment, ça les inquiète énormément. Et ils vont essayer de faire en sorte qu'on reste bien tranquille devant nos écrans et qu'on essaie de se voir le moins possible et qu'on pense à nos futures vacances. Voilà. Et quand on voit par exemple les salariés qui acceptent
que des entreprises fassent des bénéfices énormes et qu'on leur donne même pas l'inflation, c'est quand même assez hallucinant. Ça montre un peu où on est, le rapport de force, mais ça va changer. C'est en train de changer. Finalement, c'est. Enfin, quand tu écoutes, tu penses que c'est vrai qu'on on a eu d'autres conversations, on a pu rencontrer pas mal de gens là, grâce à ces interviews. Et la dernière fois, avec Johan du Canard Réfractaire, on soulevait l'imprévu, comme quoi l'imprévu avait tendance à être de notre côté. Quand je t'écoute, c'est la lutte même s'il y a des périodes peut-être où on a l'impression d'être un peu moins nombreux, au final, c'est dans la lutte et c'est en luttant tous ensemble et en lâchant pas, en continuant de lutter qu'on garde espoir et qu'on le crée même cet espoir. Bien sûr, oui, c'est ça, parce que nous, il y a des moments, on était peu nombreux, et tout d'un coup, il y a eu cette histoire de passe sanitaire et tout ça, et là, les gens, voilà, c'est revenu, et du coup, et ceux qui étaient ressortis juste par rapport à ces histoires de passe sanitaire, de mesures liberticides, ont compris ce qui se passait au niveau social en discutant. Maintenant, ils se disent, bah oui, c'est vrai, mince. C'est assez marrant. Et il y en a, ils disaient, je n'osais pas sortir. Mais voilà, et c'est ça c'est vraiment un espoir énorme. Euh, la braise est encore chaude au niveau des gilets jaunes. Et clairement, ça enflamme toutes les contestations sociales. Et ça va enflammer encore beaucoup, beaucoup de contestations sociales. Et voilà, de contestations citoyennes, et clairement. Et en plus, qu'on vienne d'horizons différentes, mais voilà, on arrive à trouver un dénominateur commun dans la lutte, et ça c'est quelque chose de beau. Là, quand on a participé, j'ai participé au convoi de la liberté. Quand j'ai vu sur Dijon, là, quand on a fait un arrêt sur Dijon, quand j'ai vu le nombre de personnes qui étaient là, qui étaient complètement qui venaient d'origines différentes, qui étaient aussi bien artisans, salariés, chômeurs, retraités, et on était tous là pour la même chose, et on a vu la générosité des gens, et ça c'est merveilleux. C'est ça le peuple, et la politique, elle sort de là. C'est les gens qui doivent faire la politique, et c'est eux qui doivent prendre leur destin en main. Parce qu'en fin de compte, il ne faut pas déléguer la lutte. Voilà. Et quand on entend en ce moment par rapport au carburant, les gens qui disent oui, ils sont où les gilets jaunes? Avant, on nous traitait d'alcooliques et tout ça, et en fin de compte, maintenant, ils réclament les gilets jaunes. La lutte, elle n'est pas par délégation. Je veux dire, si à un moment, on veut changer les choses, il faut se prendre en main. On est chacun une pierre à l'édifice, et c'est hyper important. Voilà. J'étais en train de penser, du coup, l'État, le gouvernement et ses mesures X et Y créent des rapprochements à son corps défendant, des rapprochements qui n'auraient peut-être pas eu lieu naturellement, en fait. Donc ça joue contre eux quelque part. Bien sûr, c'est pour ça qu'ils veulent tout arrêter. C'est pour ça qu'ils veulent tout stopper, qu'ils veulent faire peur par la répression, parce qu'ils sentent que ça prend. C'est en train de prendre. Ils voient bien. Pour les gilets jaunes à Besançon, au maximum, on était 2800 dans la rue. Et là, sur le pass sanitaire et les mesures liberticides, on était plus de 4000. 4000 à manifester spontanément comme ça. Donc ça les inquiète, oui, ça les inquiète, puisque ça prend de plus en plus d'ampleur, et ça va continuer à prendre de l'ampleur, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont être touchés, impactés par tout ce qui se passe, et ils vont commencer à comprendre. Et des liens aussi peut-être entre les différents combats, puisque... Bien sûr, oui. Oui, ça c'est sûr, oui, c'est sûr. C'est sûr. Et, parce que maintenant, on voit beaucoup de gens, par exemple, qui sont auto-entrepreneurs, mais auto-entrepreneurs, c'est pas un choix. C'est parce qu'en fin de compte, on est en train de les exploiter. On est en train de leur proposer, c'est du salariat déguisé, et en fin de compte, ils savent très bien que voilà, ils n'ont pas le choix, malheureusement. Ils pensent être indépendants, mais en fin de compte, ils ne sont pas indépendants. Et dès que, en fin de compte, ils ont un problème de santé, en fin de compte, ils ne sont plus payés. Et voilà, mais ils n'arrêtent pas de nous mettre ce modèle de petits capitalistes, et du coup, voilà. Mais en fin de compte, les gens qui font ça, ils le font parce qu'ils en ont marre
des conditions de travail, des conditions de vie qu'ils ont, et voilà. Et malheureusement, les gens n'ont pas cette conscience, entre guillemets, politique, comme je disais, hein, la culture ouvrière, populaire et tout ça, ils ne se rendent pas compte que, par exemple, quand on parle qu'en fin de compte, il y aura des augmentations, certains candidats là, parlent qu'il y aura des augmentations de salaire, mais en fin de compte, ils enlèvent le salaire différé, c'est-à-dire que la cotisation pour la sécurité sociale. Du coup, voilà, en fin de compte, ils n'auront plus de sous pour se soigner, quoi. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, qu'il ne faudrait pas attendre que les autres fassent se battent pour toi, mais que voilà, tout le monde doit y aller. Effectivement, et ça me fait penser, tu dis, ils sont où les gilets, que certains disent, ils sont où les gilets jaunes. Quand on était sur les ronds-points, donc fin 2018 et 2019, tu avais des gens qui passaient, qui nous soutenaient. Ouais, bravo, c'est bien ce que vous faites, continuez. Et à chaque fois, on se regardait, on dit, ok, continuez, mais pourquoi vous ne venez pas le faire avec nous aussi? Parce que vous êtes en plus. Pourquoi nous laisser tout seuls, en fait? Et voilà, il va falloir que ceux-là ils se lèvent aussi, finalement. C'est clair, parce que nous, on est toujours présents sur un rond-point le matin avant la manifestation, et des fois, on est une vingtaine, une trentaine, ça dépend, des fois un peu plus. Et les gens klaxonnent, hein, les gens nous soutiennent, mais ils sont pas là, quoi. Ils sont pas là, ils viennent pas forcément dans les manifs, ils disent « Mais qu'est-ce que vous faites, les gilets jaunes ?» Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais du coup, voilà, chacun est maître de son destin, et c'est nous qu'allons construire l'avenir pour nos enfants. Et ça, faut pas l'oublier, puisque en fin de compte, nos enfants, nos petits-enfants, et à un moment, eux, ils vont nous demander des comptes. Ils vont nous dire « Mais qu'est-ce que tu as fait là, à ce moment-là ?» En fin de compte, non, rien. Moi, je suis parti en vacances, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà. Donc voilà, on est tous responsables, et on peut tous mettre une pierre à l'édifice de différentes façons, dont on peut tous faire quelque chose. Et si tout le monde faisait quelque chose pour faire avancer la société, on n'en serait pas là. Du coup, il faut tous qu'on se prenne en main et qu'on dénonce ce qui se passe. C'est plus acceptable. Il y a des choses qu'on s'habitue, et en fin de compte, on ne devrait pas s'habituer. Et justement, il ne faut pas s'habituer à cette répression. Voilà, comme par exemple les retraites de misère, on s'habitue à avoir des retraites de misère, on s'habitue à se dire qu'il y a des gens qui sont obligés de rebosser. Putain, mais c'est une conquête ouvrière, et du coup, quand on voit ça, c'est quand même hallucinant qu'on accepte tout ça, qu'on accepte la destruction des services publics, la marchandisation de tout, de la spéculation, même des salariés qui acceptent d'avoir des actions, détruisent le travail des autres. Il faut se dire qu'on n'est pas individualiste, on est un tout, on est une société. Pour faire société, il faut que tout le monde, que ça fonctionne pour tout le monde. Et ça, c'est voilà. Et il y en a qui pensent que en étant millionnaires, tout ça, ils auront une belle vie, mais c'est pas ça. Vivre en société, s'il y a des gens qui crèvent la faim, ils viendront leur chercher leurs millions. C'est le moment de la dernière question. Finalement, juste avant la dernière question, on voulait discuter avec toi donc de l'acharnement que tu subissais. On en a parlé en début de l'interview, et là, finalement, on se rend compte qu'on a dérivé sur quelque chose de beaucoup plus général. Et je me dis, d'une certaine manière, c'est très positif. C'est-à-dire que tu es vite parti de ton cas particulier pour reparler de ce qui vraiment, on sent, c'est dans tes tripes, c'est-à-dire ce combat finalement qui te dépasse toi individuellement, et qui dépasse les problèmes que tu as subis, en fait. Et je trouve ça très positif comme image. Voilà. Voilà, clairement, moi, si je veux un moment, si je témoigne par rapport à tout ça, c'est aussi pour que justement ça profite à tout le monde. Moi, la Cour de cassation, c'était pour que ça profite à tout le monde, et du coup, malheureusement, c'est resté que sur. Ça peut peut-être profiter dans d'autres procès, j'espère, mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est tout le reste. Voilà. Moi, le fait que c'est eux qui ont, entre guillemets, font que je suis médiatisé, puisque en fin de compte, c'est leur répression qui fait ça. Moi, j'ai rien demandé.
Moi, je suis là juste pour manifester. Et c'est pour ça que je témoigne, parce que je veux dénoncer ce qui se passe et je veux qu'il y ait réparation. J'aimerais qu'il y ait réparation et que ça profite à tout le monde et qu'à un moment, que ceux qui ont fait ces actes, c'est pour ça, même si des fois on se dit oh, ça va servir à rien que je porte plainte, ben si porte plainte. Si tu as été agressé par un policier, porte plainte. Voilà. Et si tu as subi des choses, il faut porter plainte. Même si on dirait un coup d'épée dans l'eau, il faut le faire. Il faut le faire. De toute façon, voilà. Il faut arrêter de courber les chines, il faut se relever et on va y arriver. Ouais, juste avant qu'on se laisse, on voulait quand même savoir si là, actuellement, tu as encore des soucis ou si tu arrives un peu à respirer. Alors là, dernièrement, en fin de compte, j'ai appris, parce que mon beau-fils avait donc été interpellé le 14 février, et comme par hasard, le 14 février, il a une convocation pour un procès, pour avoir, dans une manifestation le 17 juillet sur Besançon, hein, le 17 juillet donc 2021. Et ben, en fin de compte, on a été gazé à la première manifestation du mouvement anti-pass, et en fin de compte, il lui reproche d'avoir tenté de mettre un coup de pied sur un bouclier de la police, alors que dans la même manifestation, il y a un néo-nazi qui a frappé une femme, qui a cassé son drapeau, et qui a frappé aussi un journaliste. Et du coup, il y a une plainte qui a été déposée, et du coup, pas de suite pour ça, malgré les relances. Et par contre, mon beau-fils, clairement, lui, est inquiété et risque, malheureusement, avec la loi sécurité globale et tout ça, risque de retourner en prison. Et ça c'est sûr que c'est des choses qui sont inquiétantes, et ils le savent, ils le savent bien. Et j'ai appris aussi que j'avais eu des amendes qui étaient majorées, qui étaient au tribunal de police. J'ai appris le lendemain, en fin de compte, sur une action des masques blancs où j'avais jamais été arrêté ni contrôlé, j'avais eu 2 amendes. C'est passé au tribunal de police. Le réquisitoire, c'était 150 ou 200 euros, je ne sais plus. Et du coup, j'ai appris qu'elles sont passées à 400 euros chacune. Du coup, j'en ai pour 800 euros. Donc, je fais appel. Et j'irai jusqu'en cour de cassation, puisque là, mon avocat, on a dit voilà, on va aller jusqu'au bout. Puisqu'on ne peut pas se laisser faire, c'est inacceptable. Et ça profitera aux autres. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que mon témoignage puisse bénéficier, puisse aider les autres. Et si les gens ont des soucis, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Frédéric, et je pense que toute l'équipe est derrière toi. J'espère que ça va bien se passer, et idéalement que tu n'auras pas à aller jusqu'en cour de cassation, mais si ça doit aller jusque là, que ça ira jusque là, et je pense que de toute façon, on ne m'empêchera pas de manifester, on ne m'empêchera pas de revendiquer. Clairement, ils le savent. Et, et ce qu'ils attendent, c'est que voilà, qu'il y a un geste de violence, même le fait de se débattre, et en fin de compte, c'est la rébellion. Et du coup, ils pourraient me foutre, ils pourraient m'interdire de manifestation, ou me foutre en tôle. Mais bon, pour l'instant, ils n'y arriveront pas. Et ils ne sont pas prêts d'y arriver. Ouais. Et je pense que ton exemple peut parler à beaucoup. Merci beaucoup Frédéric d'avoir été avec nous. Merci à vous. Ouais, merci à toi. Merci. Merci.